Bienvenue à la Bibliothèque nationale de France. Merci pour votre présence si nombreuse en cette heure quasi matinale, enfin très matinale. C'est juste quelques mots de bienvenue et d'ouverture de cette journée d'études sur l'art médiéval est-il contemporain, qui accompagne l'exposition Make It New, conversation avec l'art médiéval, dont vous savez que la clôture est dans une petite dizaine de jours. Et évidemment, cette journée d'études est un prolongement de l'exposition Carte blanche à Yann Dibetz et permettra de mettre en forme ou d'acter un certain nombre de pistes de réflexion ou d'interaction. Avant d'en venir à l'objet même de cette journée d'études, peut-être quelques mots pour parler un petit peu de cet aspect dans la diffusion culturelle de la Bibliothèque nationale de France. À l'instar de beaucoup d'établissements, de beaucoup de musées en France comme à l'étranger. La BNF a de multiples occasions de travailler au rapprochement entre le patrimoine et la création contemporaine. Nous le faisons depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. Ça peut prendre plusieurs formes. Déjà, la présentation d'expositions dans des lieux particulièrement patrimoniaux. Vous vous souviendrez peut-être de l'exposition que nous avions organisée avec Sophie Calle, Prenez soin de vous dans la salle Labrouste en 2008. De même, une grande exposition sur la lecture avec Alain Fleischer dans le même lieu, Chose vue, chose lue en 2010. Ça peut prendre la forme de carte blanche, un peu comme avec Yann Dibetz, mais où on entrecroise les œuvres. Souvenez-vous de Richard Prince, American Prayer en 2011, Anselm Kiefer en 2015, dont nous étions très satisfaits. Et puis la forme la plus aboutie, sans doute, c'est celle dont on va parler aujourd'hui, cette forme de dialogue entre les collections et la création contemporaine. Et nous avions déjà une expérience dans ce domaine avec une très belle exposition avec Matthew Barney qui avait eu lieu à François Mitterrand, sur le site François Mitterrand. Et je ne vous cache pas que nous avons dans ce domaine de dialogue entre collection et création contemporaine un certain nombre de projets extrêmement intéressants que je ne vais pas dévoiler, mais qui devraient émerger dans les années 2020-2021. Alors, comme je vous le disais, l'exposition avec Yann Dibetz est un peu à la croisée de ces formes de rapprochement entre le patrimoine et la création contemporaine. D'abord, ce n'est pas si fréquent de présenter des manuscrits d'une telle époque dans une architecture ultra contemporaine. Pour nous, ça fait partie aussi du sujet. C'est une carte blanche, puisque Yann Dibetz, il le raconte dans le catalogue, a une sorte de coup de foudre autour de l'œuvre de ce théologien du IXe siècle, Rabban Mor, a voulu travailler et là aussi faire dialoguer son travail et ceux d'artistes de sa génération avec l'œuvre, les manuscrits médiévaux. Alors, au-delà du rapprochement des œuvres, Charlotte de Noël m'expliquait, et effectivement on le voit bien dans le catalogue, qu'il y a aussi une réflexion, une appréhension sans prétention scientifique sur ce qu'on peut aujourd'hui lire de l'art du Moyen-Âge, notamment autour de la question de l'abstraction, puisque c'est assez extraordinaire qu'à 10 siècles d'intervalle, on ait ces rencontres abstraites. Vous avez vu le programme qui rassemble effectivement spécialistes français et étrangers. On s'en réjouit beaucoup. L'idée, c'est bien de faire dialoguer des artistes, des spécialistes et de faire se questionner que les artistes contemporains, que les historiens de l'art contemporain expriment
questionnent l'art du Moyen-Âge et qu'à l'inverse, des médiévistes, des historiens de l'art du Moyen-Âge, s'expriment sur ce que l'art contemporain peut avoir retenu ou peut trouver de stimulant dans l'esthétique du Moyen-Âge. Je ne vais pas être plus long. Comme il se doit, je vais terminer cette brève ouverture par des remerciements, parce que cette journée, je crois, est tout à fait exemplaire du point de vue des partenariats qui ont été noués autour de ces problématiques, entre évidemment la BNF, l'Institut national d'histoire de l'art, le Centre André Chastel, l'Université polytechnique Hauts-de-France. Il faut également remercier la galerie Jocelyne Wolf, qui représente un des artistes qui figure dans l'exposition, Franz Erhard Walter. Pour ce qui est de la coordination scientifique, je voudrais vraiment remercier les personnes d'ailleurs qui, je crois, seront modératrices des différentes tables rondes. Charlotte de Noël à la Bibliothèque nationale de France au département des manuscrits, Larisa Driansky, Isabelle Marchesin, que je ne vois pas mais qui doit être là, et Eric Verhagen de l'Université des Hauts-de-France. Voilà. Je vous souhaite de fructueux échanges. Encore merci pour votre présence et je passe la parole avec beaucoup de plaisir à Éric de Chassey, le directeur général de l'Institut national d'histoire de l'art, pour une introduction à ces problématiques. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Denis. À mon tour de me réjouir que cette journée d'études puisse avoir lieu ici, qu'elle soit le fruit d'une collaboration entre deux institutions voisines, la Bibliothèque nationale de France et l'Institut national d'histoire de l'art, que ce soit une occasion de collaboration supplémentaire, puisque nous collaborons au quotidien sur le site Richelieu, mais que, effectivement, faire aussi des choses ensemble sur l'autre site de la BNF était évidemment un grand plaisir. Je ne voudrais pas oublier non plus les autres partenaires, en particulier le Centre André Chastel de Sorbonne Université et le laboratoire Caliste, enfin l'équipe d'accueil Caliste. Alors je viens d'apprendre que ça s'appelait désormais Université Polytechnique Hauts-de-France. Je ne sais pas si c'est uniquement Valenciennes ou pas. Eric Verhagen nous dira comment ça fonctionne peut-être, mais ce que je veux dire, c'est que c'est effectivement la raison d'être de l'INHA que d'organiser des collaborations de ce type, que de faire en sorte que nous puissions nous situer à l'interface des différentes parties prenantes de l'histoire de l'art en France et internationalement. Et que les opérations que nous organisons soient aussi co-organisées. En l'occurrence, nous ne sommes pas l'organisateur principal de cette journée d'études, mais nous nous y sommes associés très volontiers. D'autant plus volontiers que, d'une certaine manière, elle est la rencontre de deux projets dans les deux institutions. D'une part, deux conseillères scientifiques de l'INHA, Larisa Driansky, qui à l'époque était conseillère scientifique pour le domaine dont j'ai oublié le nom de l'époque, qui s'appelait peut-être Histoire de l'art contemporain ou quelque chose comme ça. Et Isabelle Marchesin, qui dirige et continue à s'occuper du domaine, qui s'appelait à l'époque Histoire de l'art médiéval et qui s'appelle désormais Histoire de l'art du 4e au 15e siècle. Je vois d'ailleurs que sur sa signature électronique, ça n'a pas été changé. Mais ça n'est pas grave. On sait tous à peu près de quoi il s'agit lorsqu'on parle d'art médiéval, mais le fait d'avoir abandonné les dénominations de période à l'INHA vient du fait que nous pensons qu'il est important de garder des choses relativement ouvertes et de ne pas dépendre de définitions anciennes qui sont souvent enfermantes et qui plus est, alors ça n'est pas le cas de la période dite médiévale, avec des significations extrêmement différentes d'une pratique de l'histoire de l'art à l'autre, en particulier des musées à l'université. Donc, Larisa Driansky et Isabelle Marchesin avaient décidé en 2016 d'organiser un séminaire sur les relations entre art médiéval et art contemporain, auquel elles avaient invité pendant donc, cette année 2016-2017 de nombreux historiens de l'art français et états-uniens des deux périodes, dont Charlotte de Noël. L'idée centrale étant d'écarter le médiévalisme
pour favoriser un échange sur le statut des objets et des images, les langages, les enjeux et les solutions plastiques. Et là encore, je crois que c'est une des raisons d'être majeures de l'INHA que de favoriser des dialogues entre des pratiques et des séquençages de l'histoire de l'art qui sont relativement fermés dans les différentes institutions autres qui les accueillent. Je veux dire en particulier à l'université et au musée, où en général on a des départements qui sont fermés et très peu de points de vue qui soient des points de vue transversaux, que ce soit d'un point de vue diachronique ou d'un point de vue synchronique. Cette journée d'études est pour moi une sorte de prolongement et avec une ouverture plutôt transpériode que géographique du colloque que Isabelle Marchesin avait organisé autour de la croix et en envisageant les choses sur un terrain culturel et géographique extrêmement large. Là, on est sur une période extrêmement large avec d'autres types de questions. Dans le même temps, ou en tout cas, je ne sais pas exactement comment ont fonctionné ces parallèles, mais si j'ai bien compris, Charlotte de Noël, de son côté, était en train de travailler avec Yann Dibetz et Éric Verhagen de l'Université Polytechnique Hauts-de-France pour la préparation de cette exposition à la BNF. Et ces rencontres ont produit la journée d'études à laquelle nous allons pouvoir assister aujourd'hui et qui permet d'une réactivation du réseau qui avait été mis en place pour ce séminaire et qui avait été un peu laissé de côté. Et c'est aussi une chose dont je me réjouis, que les initiatives menées à l'INHA fassent des petits ou rencontrent d'autres collègues avec lesquels ils font d'autres petits. C'est évidemment encore mieux. Alors quand Isabelle m'a parlé de ce projet, j'ai dû, je crois, lui envoyer un mail avec quelques images. Alors, je passe avec ça, c'est ça ? Charlotte, vous n'allez pas vous embêter à faire ça. Je fais avec ça ? Je lui ai envoyé un mail en lui disant « Nous sommes en train de préparer une exposition à Ellsworth Kelly et comme vous le savez peut-être, il y a un certain nombre d'œuvres de Kelly qui portent des titres qui font explicitement référence, enfin explicitement quand on est spécialiste, pas explicitement pour le grand public, pardon de cette déformation professionnelle, en tout cas référence à l'art médiéval ou à des monuments importants de l'art médiéval en France, en particulier une série, la série Romanesque Series, qui porte le titre de différentes églises de la période romane vue en France. Alors, je ne vais pas faire une vraie intervention scientifique parce que je ne veux pas m'insérer dans une journée d'études où je n'ai pas été invité comme spécialiste. Mais non, mais Isabelle, mais je saisis l'occasion quand même de parler de quelques éléments. Et puis j'ai été réellement invité à prendre la parole sur ce sujet. Hein, donc je ne suis pas en train de m'immiscer et de profiter de mon statut de directeur pour m'imposer à chacun des événements que nous organisons. Donc je vais faire quelque chose d'assez court, mais je veux simplement donner quelques idées de ce type de relations qui peuvent exister chez des artistes qui ne sont peut-être pas exactement les artistes qui font l'objet ni de l'exposition, ni de la journée d'études, c'est-à-dire ni des artistes du minimal art, ni des artistes conceptuels, des artistes qui se sont retrouvés ou qui peuvent se retrouver à différents moments associés, en tout cas, avec une certaine tendance qu'on va dire minimaliste. Alors, pour le coup, pour l'un d'entre eux, Pierre Soulages, dans le grand public et pas chez les spécialistes du tout. Mais pour Ellsworth Kelly, il y a eu beaucoup d'occasions dans lesquelles il a été considéré au sein d'un groupe dont il se distingue à la fois un petit peu par l'âge, encore que la différence d'âge soit insuffisante pour justifier vraiment une séparation, puisqu'il était né en 1923, mais surtout par la manière dont sa pratique s'est développée à partir de l'immédiate après-guerre, à partir des années 1948, en particulier en 1948 jusqu'à 1954, année qu'il a passée à Paris ou en France de façon plus large. Je rappellerai simplement, par exemple, son inclusion dans l'exposition L'art du réel, Art of the Real,
qui a circulé un petit peu partout dans le monde occidental et qui était organisé par le MoMA de New York. Et puis d'autres expositions, la liste serait trop nombreuse. En même temps, il se distingue donc vraiment fondamentalement par sa manière de travailler et par la manière dont son œuvre se déploie de ses camarades avec lesquels il a en général d'ailleurs entretenu des relations assez mauvaises. Autant il a été très proche des artistes du pop art, autant avec les artistes du minimal, il n'y a pas eu beaucoup d'affinité. Bref, donc entre 1973 et 1976, Kelly réalise un ensemble d'estampes qui sont des lithographies avec un processus complexe, je vais y revenir tout de suite après, avec des gaufrages, à la fois des gaufrages en positif et des gaufrages en négatif qu'on ne peut absolument pas rendre dans des reproductions, qui donc est une série extrêmement nombreuse, chacune des œuvres portant le titre d'une église romane, que Kelly a systématiquement visité lors de son séjour français en se déplaçant en vélo et en train sur l'ensemble du territoire français, et puis un peu ensuite en allant un petit peu en Allemagne, un petit peu en Catalogne pour voir un certain nombre d'autres églises, en s'intéressant à la fois à l'architecture extérieure et au décor intérieur, à la fois sculpture et peinture. Et j'ai choisi ces deux estampes-là parce qu'elles portent deux titres, Poitiers et Tavan, qui sont aussi deux titres d'œuvres de 1949, qui sont peintes pendant l'été et au tout début de l'automne 1949. Les dates ici ont leur importance parce que c'est le moment de basculement du travail d'Ellsworth Kelly. Et dans un cas comme dans l'autre, ou peut-être même encore plus dans ce cas-là que dans le cas de 1973-1976, le lien entre ces références médiévales et les peintures que l'on a à voir, ou les estampes que l'on a à voir, ne paraît pas immédiatement évident. Il est en fait sous-jacent, il faut évidemment le chercher, et c'est ce que l'utilisation de ce type de titre conduit à faire, d'une façon un peu différente, je dirais, dans un cas et dans l'autre. En 1949, Kelly est encore un jeune artiste, hésitant sur sa manière de travailler et sur sa latitude. Et quand il donne des titres, je pense qu'il les donne pour faire travailler le regardeur et le conduire à s'interroger sur la manière dont ces œuvres peuvent effectivement ne pas être directement ce qu'elles semblent être. Dans les années 1970, et de façon conséquente depuis la fin des années 1940, Kelly utilise des titres plutôt pour différencier simplement ses œuvres. Et il a beaucoup insisté sur le fait que la série romane ne devait pas se comprendre comme une imitation de chacune des églises en question, et qu'il ne fallait pas chercher pourquoi l'une s'appelait Poitiers, l'autre Tavan, et que c'est simplement la succession et l'insertion dans la série qui fait sens avec ce principe général du fragment d'arc de cercle renvoyant à l'art roman. Alors si on regarde un petit peu plus quels sont les rapports, et on peut le faire aujourd'hui de façon beaucoup plus simple qu'auparavant, depuis 2015 il existe un catalogue raisonné de la première période de l'œuvre d'Ellsworth Kelly, il est en cours pour les autres périodes sous la direction d'Yves Alain-Bois. On se rend compte que les rapports sont des rapports en réalité plus précis qu'il n'en a l'air. Tavan, par exemple, est très directement lié à une tête sculptée romane qui se trouve soit dans l'abside derrière l'autel, soit dans la crypte de l'église Saint-Nicolas de Tavan, que Kelly visite au printemps de 1949 et dont il tire notamment ce dessin que vous avez ici à gauche. Je n'ai pas retrouvé, mais c'est un peu faute de temps et de travail, sans doute, je n'ai pas retrouvé la sculpture en question. J'ai pesté parce que Yves Alain-Bois n'avait pas fait le travail d'ailleurs. Mais en tout cas, moi, je ne l'ai pas plus fait. J'ai rapidement consulté un ouvrage sur Tavan pour essayer de regarder si cette sculpture apparaissait quelque part. Je ne l'ai pas trouvée.
Ce qui est certain, c'est qu'on est dans une combinaison à ce moment-là. À quoi sert le rapport à l'art médiéval à Kelly à ce moment-là? Ça lui sert essentiellement à déjouer un rapport de trop grande proximité avec l'œuvre de Picasso, qui le passionne. C'est une des raisons pour lesquelles il vient en France. Il a été formé par Beckman, notamment à Boston. Donc, cette œuvre de Picasso, qui pour lui est fondamentale, qui va nourrir très fondamentalement son travail, elle est en même temps écrasante, et donc il cherche des moyens d'en déjouer l'influence au sens presque maladif du terme, enfin l'anglicisme de l'idée de la maladie influenza serait ici possible à utiliser, comme l'a fait Harold Bloom dans l'angoisse de l'influence, en allant chercher d'autres références. Alors ça peut être Matisse pour certaines œuvres, ça peut être Jean Art pour certaines autres, et puis c'est aussi très directement l'art médiéval, à la fois donc, dans cette observation de la sculpture, et de la façon dont il peut la transcrire sur une surface bidimensionnelle à partir de son caractère avec insistance sur des formes géométriques simples dans la réalité tridimensionnelle. Et c'est aussi, évidemment, parce que Tavan, c'est quand même d'abord les fresques du XIIe siècle qui s'y trouvent. Je ne sais pas si je les ai datées tout à fait correctement, mais enfin, j'ai essayé, là, pour le coup, de faire un peu de travail sur un domaine qui n'est pas du tout ma spécialité. Et j'étais frappé simplement par la question des proportions et de la simplification géométrique, là encore, de la peinture et du jeu sur le fond, avec y compris, mais ça demanderait à être précisé, ce que vous percevez peut-être sur une partie du tableau. Alors, je ne sais pas si j'ai un pointeur là-dessus. Bon, je ne vais pas essayer de faire des bêtises. Ici, vous avez une espèce de ligne comme ça qui vient, et Kelly a raconté que il était en train de faire son tableau et qu'il s'est dit qu'il était trop plat et qu'il y a rajouté une espèce de scarification sur le tableau. À mon sens, quand on regarde l'état des fresques telles que Kelly a pu les voir après la Seconde Guerre mondiale, on voit qu'il y avait des fissures à un certain nombre d'endroits et que c'est aussi bien, et peut-être plus que l'histoire que Kelly a racontée, un rapport à cette... ou un premier rapport, puisque c'est à ce moment-là qu'il commence à faire ce genre de choses, un premier rapport de transfert d'un motif observé directement sur la toile et qui passe par ce rapport à l'art médiéval. Deuxième tableau, donc Poitiers. Alors là, on a un cas de transfert et c'est en réalité peut-être même le premier cas de transfert direct de Kelly à partir d'une réalité observée, ce qui va devenir sa méthode de travail sans doute la plus originale, la plus disruptive. Et donc, le rapport, il est moins dans l'imitation de la géométrisation de la figure, comme on l'avait pour Tavan, même si ça peut effectivement exister, que simplement dans le fait que le fond du tableau, on le voit mal dans la reproduction, j'ai essayé de grossir un petit détail, est une reprise directe du sommet de la façade ouest de Notre-Dame-la-Grande, que Kelly a photographié pendant son voyage en France, avec ce motif de cercles abutés les uns aux autres, qui font un relief littéralement, là encore, sur le tableau. Et évidemment, dans ce rapport à l'art médiéval, le fait d'être dans une espèce d'indétermination entre la planéité du tableau et l'objet sculptural est quelque chose qui est très essentiel pour Kelly, qu'on va retrouver d'ailleurs aussi pour Soulages. Ensuite, je me suis simplement amusé, en basculant une petite partie d'un détail, à me demander si la systématisation géométrique de la bouche n'était pas aussi une reprise de la mandorle qui se trouve sur la façade. Mandorle qui va donner naissance à une œuvre en tant que telle, un mois à peu près après, au mois de septembre 1949, que vous avez ici reproduite,
Tableau très rapidement brossé, dans lequel on voit tous les pettimenti et toute cette espèce de réflexion qui se fait directement sur le tableau, ce qui n'est pas du tout habituel chez Ellsworth Kelly, qui, dès ce moment-là, essaye de faire des œuvres qui soient les plus neutres et les plus impersonnelles possibles, dans lesquelles, en fait, il combine 2 images, ou même peut-être 3, et les 3 ont en fait une source médiévale. Première image qu'on aperçoit en fond, c'est une transcription de voûtes d'église. Alors on connaît des dessins qu'il a réalisés par exemple à Notre-Dame qui semblent être simplement des formes géométriques et qui sont en fait un simple transfert de la structure de la voûte de l'ensemble de la nef, mais il en a fait aussi dans d'autres églises. Premier élément. Deuxième élément, une observation d'un objet, alors qui a une origine médiévale, mais dont je ne sais pas si celui qu'il a imité et qu'il a essayé de transférer était médiéval ou pas, qui est un ostensoir, avec donc la structure rayonnante qu'on voit apparaître derrière la forme principale désormais. La structure en noir, donc les voûtes, c'est la structure en jaune. Et puis, par-dessus cela, une mandorle qui va donner son titre au tableau, et qu'il a chez Kelly, en tout cas dans sa conversation, chaque fois que je l'ai entendu parler de mandorle, il référait toujours à Notre-Dame-la-Grande de Poitiers comme moment absolument fondamental de découverte pour lui de l'importance de cette forme, de la question de la symétrie et de la façon dont la symétrie peut ne pas être une chose morte, comme on l'enseigne dans les principes de composition traditionnelle depuis la Renaissance, mais au contraire, être une forme extrêmement productive. Il a repris la forme de la mandorle jusque dans les années 1980, et puis on peut trouver dans un certain nombre de ses reliefs également un écho de cette forme. C'est une sorte de fondement médiéval, et jamais je n'aurais pensé sans cette journée d'études que ça pouvait avoir eu effectivement un rôle aussi fondamental. Il a toujours dit, alors c'est pas vraiment médiéval, mais il a toujours dit qu'il était, ou alors je ne sais pas précisément, ça fait partie des bornages chronologiques pas très clairs, il a toujours dit que la raison principale pour laquelle il était venu en France, c'était pour voir le retable d'Isenheim de Grunewald. Et puis qu'ensuite il y avait d'autres raisons subsidiaires, mais que c'était ça la principale raison. En tout cas, cette importance du médiéval, elle me semble aujourd'hui, je veux dire aujourd'hui, là, concrètement, très importante pour comprendre le basculement dans une forme d'abstraction complète, et qui est une forme d'abstraction paradoxale qui est le propre de Kelly, c'est-à-dire une forme d'abstraction qui n'est rien d'autre qu'un transfert de la réalité extérieure, ce qu'il va réaliser de façon absolument liminaire dans Fenêtre Musée d'Art Moderne Paris de 1949, donc qui est réalisé au mois d'octobre. Vous voyez que les choses vont très vite. Et là, pour le coup, il s'est débarrassé de Picasso une bonne fois pour toutes. Non pas que Picasso ne l'ait plus intéressé, mais il s'est débarrassé de Picasso. Et cette fenêtre, je le signale, va faire l'objet d'une petite exposition au Centre Pompidou qui ouvre à la fin au milieu ou à la fin de ce mois-ci. C'est aux alentours du 25 février, avec donc la fenêtre dont Kelly a fait don au Musée national d'art moderne quelques semaines avant de mourir, donc vraiment in extremis, et des œuvres, les autres fenêtres qu'il a réalisées pendant l'ensemble de sa carrière, y compris son dernier tableau. Ça ne va pas être très coloré comme exposition, mais je crois que ça sera particulièrement intéressant. Et puis, je veux revenir là-dessus simplement pour faire une transition rapide. Oui, il faut que je me dépêche un peu. M'a amusé le fait que Kelly reprend la composition de Poitiers ou de Tavan. On peut en discuter, c'est un petit peu modifié parce que ça n'est pas une composition exactement symétrique, lorsque il doit réaliser les pages, on ne peut pas vraiment dire d'illustration, pour son livre d'artiste, son unique livre d'artiste, Un coup de dé, jamais n'abolira le hasard, de Mallarmé, qu'il réalise en 1992. Alors, c'est toujours des pages, ces pages avec les estampes qui sont noires et blancs. C'est la seule composition de ce type-là sur l'ensemble des pages. Et
là encore, c'est peut-être forcer les rapports, mais je crois qu'on va le faire aujourd'hui un peu à un certain nombre de moments, de forcer des rapports pour en faire un outil heuristique qui permette effectivement de faire surgir des choses auxquelles on n'aurait pas pensé autrement. Donc je me le permets aussi en introduction. Ce livre est conservé à la fois dans la bibliothèque de l'INHA et à la BNF. Et la raison pour laquelle il est à la BNF, c'est parce que quand Kelly a fait son exposition au Jeu de Paume sur ses années parisiennes en 1992, on lui a demandé, à l'époque Dominique Bozo lui a demandé ce qui lui... Ou peut-être pas Dominique Bozo, Alfred Pacman lui a demandé, qui était le commissaire de l'exposition, lui a demandé est-ce qu'il aurait quelque chose qu'il voudrait absolument voir dans les musées et qu'on ne peut pas voir normalement. Et il a dit oui, il y a une chose que je veux absolument voir, que je ne connais qu'en facsimilé depuis les années 1950. Il avait le facsimilé en question. Il a toujours dit que ça avait été très important pour lui. C'est le Béatius de Saint-Sévère. Et effectivement, ce que je peux dire, c'est que sa joie au moment d'être dans le département des manuscrits de la BNF et de pouvoir regarder ce manuscrit très à loisir est resté pour lui comme une expérience quasiment magique. Enfin, je l'ai souvent entendu en parler et il en a souvent témoigné. Et cette structuration. Alors évidemment, ce qui l'intéresse dans le Béatius de Saint-Sévère, ou d'ailleurs dans les Béatius de façon générale, ça n'est pas les histoires qui peuvent être racontées. Je ne sais pas s'il lisait le latin, je ne crois pas. Je sais qu'il ne s'intéressait pas du tout à la théologie, que c'était un artiste parfaitement athée et qu'il ne regardait jamais rien de façon narrative ou symbolique, tout son travail consistant à ne faire que regarder et à faire en sorte de rendre aux spectateurs de ses œuvres cet exercice de pure vision, de la vision débarrassée de tous ses préjugés, de tout son rapport avec le symbolisme, l'intelligence, etc. Et donc ce qui l'intéressait particulièrement dans les différents Béatius et dans celui-là en particulier, qu'il est peut-être moins que ceux franchement mozarabes, c'est cette structure géométrique de bandes que l'on voit dans cette double page. Et on pourrait trouver, alors je ne l'ai pas fait parce que ça nous mènerait trop loin, mais on pourrait évidemment trouver de nombreux parallèles dans son travail. Or, il y a un autre artiste, quasiment contemporain d'Ellsworth Kelly, Pierre Soulages, qui est né en 1919, qui lui est toujours vivant. Il est dans sa 99e, enfin dans sa 100e année, il a eu 99 ans il y a un mois et demi, qui lui aussi a exprimé à plusieurs reprises sa fascination et son intérêt concret, parce que lui aussi a eu le privilège de pouvoir le voir à la Bibliothèque nationale, pour le Béatius de Saint-Sévère, donc Pierre Soulages. Alors, je vais être beaucoup plus rapide parce que je ne veux pas prendre plus de temps que celui qui m'était imparti. Ça me changera, ou ça vous changera. Simplement pour souligner donc, ces rapports de structuration par bande horizontale dans le travail de Soulages également extrêmement tôt, plutôt qu'en général on ne veut bien le dire, notamment dans ses peintures au goudron sur verre, de 1948. Je n'ai pas regardé, je ne sais pas quand le facsimilé du Béatius est sorti, je n'ai pas parlé à Pierre Soulages pour savoir s'il l'avait eu entre les mains, je n'ai pas fait un long travail de recherche dans la bibliographie foisonnante sur Soulages pour voir ce qu'il en est. Voilà, c'est juste des pistes comme ça. Cela étant lié par ailleurs dans l'outil même, le médium même qu'utilise Soulages, dans une espèce de modèle médiéval qui n'est pas du tout une anomalie en 1948. Loin de là, c'est même l'un des lieux communs, les lieux les plus communs de l'abstraction, cette idée que l'abstraction remonterait au passé médiéval et même à un passé national médiéval. Je pense à l'article de Bissière
et à ceux de Bazaine sur l'usage du bleu, du blanc et du rouge, chez Fouquet notamment, et chez d'autres, comme peinture nationale et non polluée. Alors c'est un peu ambigu dans l'art français de cette époque-là, parce que ces gens-là ont été des résistants par ailleurs, mais avec l'idée que c'est débarrassé de la pollution apportée par l'art italien depuis la Renaissance. Il y a toute cette chose-là, on le trouve aussi chez Glaise dans les années 30, le rapport à l'art médiéval comme un art collectif, et notamment au modèle du vitrail. Et donc c'est une sorte de vitrail humilié, dégradé, que Soulages réalise avec ses œuvres, qui sont des œuvres assez étranges dans cette période-ci de sa carrière. Mais Soulages, lui aussi, même si aujourd'hui il a tendance à privilégier, lorsqu'on l'interroge sur ses références historiques, le moment préhistorique, Soulages, lui aussi, dans beaucoup d'entretiens, a insisté sur ce moment médiéval comme moment formateur du petit garçon grandissant à Rodez, allant au musée Fenaille, au musée Fenaille étant intéressé à la fois par les statues menhirs, donc là on est dans la période préhistorique, et puis de façon très singulière par le grand Christ en majesté provenant de la cathédrale de Rodez du début du XIIe siècle, du XIIe siècle, et qui, donc du Christ tenant l'hostie, et on est un peu dans la même chose que Kelly, en disant qu'enfant, il ne s'intéresse pas à la question de ce qui est représenté et de ce qui est figuré, mais simplement à la structure, et en particulier à la structure striée et pliée que l'on va retrouver dans sa peinture à partir de 1979. Et là encore, ce retour sans doute dans son travail de cette référence médiévale, qu'il accepte tout à fait, enfin qu'il reconnaît tout à fait à partir de 79, une fois qu'elle a été débarrassée d'un certain nombre de relents qui aurait fait de lui ce qu'il a essayé de ne pas être, c'est-à-dire un artiste de la seconde école de Paris, cela va de pair avec une interrogation sur la matérialité même de la peinture et cette espèce de manière dont la peinture peut faire objet, qui chez lui se manifeste à la fois par la manière de traiter la surface de la toile, avec cette idée du relief sur la toile elle-même, mais aussi par les modes d'accrochage qu'il a employés à partir de 1967 et qui va systématiser à partir de sa rétrospective au Centre Pompidou au Centre Pompidou en 1979, c'est-à-dire des tableaux accrochés directement dans l'espace sur des câbles et qui se présentent à la fois comme des surfaces planes, mais aussi comme des objets peintures, ce qui donne d'ailleurs les titres aux œuvres. Évidemment, chez lui, la référence à l'art médiéval va devenir encore plus explicite à partir du moment, en 1986, où il reçoit la commande pour réaliser les vitraux nouveaux de l'abbatiale Sainte-Foy de Conques, à partir de quelque chose qui est, j'en termine par là, qui est encore une fois, et peut-être que c'est un point commun entre les deux, l'idée que l'art médiéval serait une forme d'origine, et que l'artiste avançant en maturité pourrait retrouver cette forme d'origine d'une manière ou d'une autre, puisque Soulages a très souvent raconté, alors la manière dont Soulages parle de son travail, c'est à peu près figé en 1979, au moment des entretiens avec Bernard Cesson. Donc ensuite, il raconte des variantes des mêmes histoires, et donc vous les trouvez à très nombreux exemples dans les écrits, dans le volume de ses écrits parus chez Hermann, a très souvent raconté que lorsque, petit enfant, il est allé à Conques pour le visiter comme un monument, il a décidé qu'il ne pourrait être rien d'autre désormais que peintre. Et que donc cet effet de l'art médiéval tridimensionnel, puisque quand il visite Conques, c'est Conques avec des vitraux sans aucun motif, était pour lui important, qu'il est retourné à Conques ensuite à plusieurs reprises, à chaque fois en étant extrêmement peiné du fait qu'à partir de la fin des années 1940-1950, on y ait placé des vitraux dont j'ai oublié d'ailleurs, honte à moi, le nom du réalisateur, enfin de l'artiste,
qui ont été déposés et qui, pour lui, étaient une horreur absolue, dénaturant complètement l'Église, et que quand il a eu la commande en 1986, il la termine en 1992-1993. C'est un très long processus. Il y passe des années entières à ne faire que ça. Il est arrivé à cette solution plastique et formelle qui permet de faire en sorte que cet écart entre une origine, y compris origine personnelle, mais pas seulement origine personnelle, et la pratique contemporaine puisse être réduit, en quelque sorte, par l'insertion de ces œuvres abstraites dans l'architecture médiévale. Voilà. Merci. Ici? D'accord. Et je peux aussi juste cliquer sur ça? Ça, d'accord. Et ça, c'est mon pointeur. Ok, très bien. Je vais pointer ici. Ok, merci. Je vais faire une petite pénale dessus. D'accord, d'accord. Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'accueillir pour cette première session Nancy Thébault et Amy Tanguy-Powell. Avant de dire quelques mots sur les intervenantes, je voudrais juste donner quelques précisions sur le programme, parce qu'il y a eu des toutes petites modifications. Comme il y a une annulation à la fin de la journée de la communication de Yannick Bégoc, qui était prévue à 16h45, nous allons faire une session un petit peu plus courte en début d'après-midi avec les communications de Edon Kumler et de Isabelle Machedin, puis une petite pause à 15h30 et ensuite nous reprendrons à 15h45 avec la communication de Larissa Dejanski et Bissa Pencheva. Comme nous aurons un petit peu de temps entre la fin de la dernière communication et la table ronde, s'il y en a qui souhaitent visiter l'exposition Make It New, je peux mettre à leur disposition des laissez-passer. Donc n'hésitez pas à venir me voir à la fin, lors d'une des pauses pour que je vous donne des laissez-passer si vous le souhaitez. Donc nous allons entendre commencer ce matin avec la communication de Nancy Thébault, qui est doctorante à l'Université de Chicago, sous la direction d'Edon Kumler, et qui travaille sur la disparition du Christ dans l'art du Haut Moyen-Âge. Mais Nancy a une activité très intense de recherche et d'expérience muséale en France et aux États-Unis, et aussi bien dans le domaine de l'art médiéval que de l'art contemporain aussi, puisqu'elle a été notamment l'assistante de Jody Chicago. Et actuellement, Nancy travaille à l'Art Institute de Chicago, grâce à un fellowship de la Fondation Mellon, et elle est en charge de la collection de manuscrits médiévaux. Nous allons maintenant, je vais lui passer la parole pour qu'elle puisse nous faire, en fait, en introduction, un panorama historiographique des liens entre l'art médiéval et l'art contemporain, aussi bien du point de vue des historiens de l'art médiéviste et contemporanistes que des artistes contemporains. Super, merci beaucoup Charlotte. Et avant de commencer, j'aimerais aussi remercier Larissa, Isabelle et Charlotte de m'avoir invitée à faire cette conférence. Vous m'entendez? C'est bon? Ok. Sur la couverture du livre de Herbert Kessler, L'œil médiéval, des rayures bleues, vert aquatique et même turquoise clair traversent le champ visuel de manière horizontale. C'est une image abstraite, sans figuration, qui pourrait étonner celui ou celle qui ne connaît pas encore l'art médiéval.
C'est après tout le lecteur idéal pour ce livre d'introduction. Elle est un fragment, élargi ici, d'une ouverture de l'évangéliaire de Darmstadt, faite vers l'an 1000. Mais présentée dans cette manière, dans cet état incomplet, elle ressemble légèrement à une peinture de Rothko ou même d'autres tableaux des artistes Colorfield des années 1940 et 50. Le choix de reproduire l'image de cette manière est en soi un argument. Il provoque une démarche de comparaison. Ceci n'est qu'un exemple de plusieurs façons dont l'art médiéval et moderne ont été mis en dialogue. Souvent, la démarche est encore plus explicite. Bien sûr, comme nous voyons dans l'exposition Make It New, qui met en dialogue les Carmina Figurata de Raban Mor et des œuvres d'artistes minimalistes, conceptuels et du land art. Ou bien dans l'exposition Critical Dictionary, un hommage de Georges Bataille à la Galerie Gagosienne à Paris l'année dernière. Chacune de ces juxtapositions a un effet différent sur celui ou celle qui les regarde, et son auteur emploie cette stratégie comparative à des fins diverses, pour suggérer une source d'inspiration, révéler l'esprit moderne de l'art médiéval, provoquer de nouvelles questions et champs d'études, ou bien, dans le cas de Gagosienne, peut-être pour mieux vendre ses œuvres. Malgré leur diversité d'approches, ces associations sont toutes à la fois caractéristiques des méthodes comparatives fondatrices pour l'histoire de l'art, et elles sont aussi avant-garde dans la façon dont elles encouragent de nouvelles rencontres avec l'art du passé et du présent, en niant le temps linéaire et l'illusion d'une progression téléologique. Les organisatrices de cette journée d'études m'ont proposé de faire un parcours historiographique pour mettre en lumière les diverses manières dont les historiens, les conservateurs ou bien les artistes ont mis l'art médiéval et l'art moderne en conversation ou même en conflit. Devant l'énormité de cette tâche, je propose de vous présenter une courte sélection des juxtapositions les plus influentes et récentes, en soulignant des démarches qui s'inspirent du formalisme, de la sémiotique, du pseudomorphisme et de la sociologie. Dans ma conclusion, je ferai quelques remarques sur quel type d'objets nous avons privilégiés jusqu'à présent dans nos comparaisons médiévales modernes et les objets que nous avons souvent ignorés. Dans les publications et les expositions du dernier siècle, c'est avant tout une approche formaliste qui caractérise la façon dont nous juxtaposons le médiéval et le moderne. Néanmoins, ce formalisme n'est qu'un point de départ. Il se manifeste de manière diverse et nous mène à de multiples fins. André Malraux et Aby Warburg sont sans doute les deux figures les plus connues pour leurs pratiques intertemporales et géographiques de la première moitié du XXe siècle. Et c'est avant tout un formalisme qu'ils pratiquent, mais avec des buts très distincts. Dans son Atlas Mnemosyne de 1924 à 1929, Warburg s'est investi à rechercher les Nachleben, littéralement après-vie de l'Antiquité, tandis que Malraux s'intéressait à identifier un langage universel, des formes artistiques qui traversent le temps et la géographie dans son musée imaginaire de 1947. Ils sont cités comme la source d'inspiration pour plusieurs expositions qui suivent, mais leurs motivations originales sont rarement réclamées par les historiens de l'art et conservateurs récents. Considérons par exemple l'exposition Carambolage de Jean-Hubert Martin, dans laquelle ce dernier a présenté en 2016 plus de 180 objets de diverses époques et lieux au Grand Palais. L'exposition ouvre avec des images reproduites de l'Atlas Mnemosyne, mais son conservateur crée plutôt un jeu, avec des effets principalement esthétiques pour le visiteur. Une œuvre rebondit sur celle d'à côté, et ces juxtapositions sont informées par leurs affinités et associations potentielles. Voici dans cette image, par exemple, un bouclier du XVIe siècle de la collection du musée de Cluny, qui emmène les visiteurs soit à gauche, une œuvre qui partage sa forme en courbe, soit à droite, un tableau avec son décor de poids. Il s'agit surtout de rapprochements formels, déterminés avant tout par le conservateur qui organise la disposition des œuvres. L'effet de ce jeu est que tout contexte historique est perdu.
Ceci est souligné par le fait que tous les cartels sont à la fin de chaque mur d'installation sur ses bords. L'expérience de ces juxtapositions reste principalement esthétique, sauf si le visiteur a déjà de fortes connaissances en histoire de l'art. Mais une approche formaliste peut aussi servir pour montrer la longue durée d'une pratique artistique, comme fait Jeffrey Hamburger dans son article « The Iconicity of Script ». Il y reproduit une page du Codex Aureus du 8e siècle de Canterbury, à côté d'une aquarelle de Paul Klee de 1918. Pour lui, cette juxtaposition démontre que la visualisation du texte reste un constant artistique et que les artistes modernes se sont souvent inspirés des précédents médiévaux. Ce désir de l'historien de trouver un point d'origine ou d'une influence précise d'une œuvre moderne est une motivation très courante de ces juxtapositions. Barbara Rose pratique cette approche en étudiant quels artistes à New York allaient au cours de Meyer Shapiro, le professeur de Columbia d'art médiéval et moderne, et avec qui Shapiro allait aux collections médiévales à New York. Elle raconte dans une conférence donnée en 2016 que Shapiro a emmené Fernand Léger au Morgan Library and Museum dans les années 1930 pour voir le manuscrit Beatus, un commentaire fantastique de l'Apocalypse. Nous pouvons même voir, selon Rose, les formes et les couleurs intenses dans les tableaux de Léger qui sont inspirés de ces illuminations médiévales. Shapiro était très conscient de son influence aussi sur le contenu de ces peintres modernes. Dans un essai de 1963 sur ce manuscrit de Beatus, il dit qu'il voit aussi dans les peintures de Léger, faites à New York dans les années 1940, les effets de son enthousiasme pour ce manuscrit espagnol. Et comme Eric vient de nous montrer le Beatus de Saint-Sever à la BNF, je vais mentionner aussi que ça a notamment aussi beaucoup inspiré les œuvres de Picasso et que Barbara Rose voit même des ressemblances formelles entre Guernica et de certaines ouvertures et pages du manuscrit à Paris. Mais ce qui a emmené Shapiro à introduire l'art médiéval à Léger, ou bien Frank Stella, Jackson Pollock, Ad Reinhardt, Mark Rothko et Donald Judd, et sa profonde croyance en la modernité des objets médiévaux. Pour lui, c'était plutôt la sémiotique de ces images et la créativité de ces artistes, et non pas une iconographie ou des formes particulières qui faisaient que le médiéval avait souvent une esthétique moderne. Considérons par exemple sa juxtaposition de deux images dans un cours à Columbia. Shapiro montre sur l'écran une image du sacrementaire de Robert de Jumièges, datant du Xe siècle, à côté de l'œuvre de Vassili Kandinsky, composition en rouge et noir. Il raconte à ses auditeurs, parmi lesquels des étudiants de l'université, mais aussi des artistes contemporains, que Kandinsky était capable de travailler de cette manière grâce à un art antérieur, c'est-à-dire cette illumination médiévale, qui ne se dévouait pas à la représentation de la nature et dans laquelle l'ornement se développe librement. Les artistes comme Kandinsky, selon Shapiro, sont les héritiers d'une tradition de cette interaction entre le champ, le cadre et la figure, comme on voit dans l'image de la crucifixion dans le sacrementaire. Dans la même veine, considérez aussi son récit sur l'artiste médiéval, créatif, qui rompt avec le passé en créant une nouvelle iconographie de l'ascension du Christ pour faire figurer l'expérience subjective des apôtres en bas de l'image. Cette volonté de rompre avec les iconographies précédentes était symptomatique de l'individualisme et de la créativité de l'artiste médiéval à cette époque pour Shapiro, tout comme pour ses artistes amis qui étaient en train, eux aussi, de rompre avec l'art traditionnel. Shapiro est donc aussi motivé dans ses rapprochements par son concept même de l'artiste médiéval qui cherche à s'échapper des contraintes artistiques, voire iconographiques. Cette approche conceptuelle, qui est moins concernée avec la citation de l'iconographie ou des rapprochements formels, peut être trouvée aussi dans l'œuvre de Alexander Nagel, Medieval Modern Art Out of Time, publiée en 2012. Il emploie une double perspective dans cette histoire de l'art anachronique, en considérant comment l'histoire de l'art, plutôt moderne, a profondément influencé les pratiques
a profondément influencé les pratiques de l'esthétique de plusieurs artistes modernes. Pardon, comment l'histoire de l'art médiéval a influencé les artistes modernes. Alors, il juxtapose par exemple l'œuvre de Robert Smithson, A Non-Site, Franklin, New Jersey, de 1968, et une boîte peinte du VIe siècle remplie de pierres et du bois de la Terre Sainte. Il considère des concepts médiévaux de l'index, l'icône et le symbole pour mieux analyser l'ouvrage de Smithson et son concept de site specificity. Malgré ses mérites et son intention de pratiquer cette double perspective, son étude démontre avant tout qu'on peut mieux comprendre l'art moderne en regardant l'art médiéval, mais rarement l'inverse. J'ajouterai que souvent cette approche conceptuelle peut avoir des fins théologiques aussi. Dans le musée Colomba, qui est le musée de l'archidiocèse de Cologne, il y a souvent des juxtapositions faites entre les œuvres médiévales et modernes. Elles sont rarement faites en fonction des iconographies ou formes des œuvres, mais plutôt à provoquer une expérience méditative, voire religieuse pour le visiteur. Avec très peu de texte, le visiteur est invité à se laisser transporter par l'œuvre dans une méditation et non pas se fixer sur le contexte historique des œuvres individuelles. S'inspirant du formalisme, mais une pratique en lui-même, le pseudomorphisme est fondamental à l'approche de Amy Knight Powell dans son livre Depositions, Scenes from the Late Medieval Church and the Modern Museum, publié en 2012. Et je suis très honorée de partager cette session avec elle. Dans sa version de cette approche, les objets possèdent une ressemblance formelle, mais ils sont décontextualisés afin de stimuler de nouvelles questions sur chacun d'entre eux. L'espace historique entre l'objet médiéval et l'objet moderne n'est jamais détruit, toujours préservé. Powell n'est pourtant pas la première à employer le terme pseudomorphosis. Oswald Spengler l'approprie de la minéralogie et le déploie dans son Decline of the West, et Panofsky l'emploie aussi pour parler de deux formes qui sont analogues au niveau morphologique, mais qui n'ont rien en commun au niveau génétique. Avant la publication de Depositions, c'était souvent en termes de mépris pour les historiens de l'art, mais Powell le réclame dans son livre, s'inspirant des surréalistes et des écrivains comme Georges Bataille, pour qui un œuf et un œil, par exemple, peuvent dévoiler ce que Powell appelle « the promiscuity of form ». Étudier des œuvres d'art médiévales qui préfigurent leur propre mort ou une période d'iconoclasme, c'est aussi l'occasion pour elle de considérer des processus conceptuellement et parfois formellement similaires en dehors du Moyen-Âge. Pour mieux illustrer sa méthode, dans son premier chapitre, elle étudie les rites de déposition du corps du Christ le Vendredi Saint et le rôle qu'y jouaient les sépulcres de l'époque. Dans sa vignette qui suit, elle étudie le cube enterré par Saul Lewitt parmi d'autres objets conceptuellement similaires de cet artiste. Avant tout, son ouvrage démontre la possibilité de pouvoir à la fois écrire un récit très historique sur l'image médiévale et moderne. Dans sa structure, ce livre fait bousculer nos concepts de temps linéaire dans nos récits de l'histoire et prouve qu'on peut mettre le médiéval et le moderne en dialogue sans que l'un colonise l'autre. Cette approche pseudomorphique est, à mon sens, aussi la stratégie implicite de plusieurs expositions récentes qui mettent le médiéval ou le byzantin et le moderne ensemble. Nous voyons par exemple cette démarche dans Byzantine Things in the World, organisée par l'historien de l'art Glenn Pierce en 2013 à la collection Menil au Texas. L'exposition ne démontre pas comment le byzantin a inspiré le moderne, mais plutôt comment ces juxtapositions peuvent provoquer un nouveau regard sur chaque type d'objet. Nous pouvons remarquer des aspects des objets byzantins que nous n'aurions pas vus autrement. Considérons par exemple la châsse byzantine dorée faite en Macédoine au XVIe siècle, à côté de l'œuvre de Robert Rauschenberg, Untitled Gold Painting, de 1956. Quand elles sont ensemble, on peut voir des résonances entre l'or martelé de la châsse et comment elle capture la lumière par rapport à la surface rocheuse des feuilles dorées sur tissu dans l'œuvre de Rauschenberg. L'exposition nous laisse avec l'impression que ces juxtapositions sont fondamentales, même pour susciter de nouvelles questions sur les objets prémodernes.
Dans un nouveau contexte, nous sommes invités à considérer ces objets qui sont devenus, pour l'historien de l'art byzantin, trop familiers. Et j'ajouterai ici juste que plusieurs historiens de l'art byzantin ont sorti des écrits très importants qui mettent en dialogue l'art byzantin et l'art moderne récemment. J'ai vraiment pas eu le temps de tous les traiter ici aujourd'hui, mais je peux vous recommander fortement d'aller consulter notamment les œuvres de Roland Batancourt et Jasmine Battaria. Mais comment les œuvres médiévales et modernes n'ont-elles pas été mises en dialogue ? Jusqu'à présent, il y a eu une forte préférence de se concentrer sur l'art abstrait et conceptuel, fait par surtout des artistes hommes, dans les études et les expositions de l'art médiéval et moderne. Kandinsky, Léger, Picasso, Ellsworth Kelly, Smithson, Solowet, Frank Stella et Donald Judd ne sont que quelques exemples. En tant qu'historien de l'art et conservateur, nos rapprochements de l'art médiéval et moderne sont restés non seulement eurocentriques, mais aussi très ciblés par ces artistes supposés génies du XXe siècle. J'aimerais donc conclure cette conférence en pensant à ce que nous pourrions gagner en élargissant notre champ de recherche. Précisément, comment l'art féministe des années 1970 pourrait-il aussi offrir des comparanda très riches aux médiévistes ? Il pourrait, à mon sens, provoquer un intérêt intellectuel plus sérieux dans non seulement la radicalité de certaines formes de l'art médiéval, mais aussi du médium et du contexte dans lequel un objet a été fait. Quand l'artiste Judy Chicago a rassemblé un groupe de femmes entre 1974 jusqu'à 1979 pour créer de manière collaborative une installation monumentale, The Dinner Party, le projet était important pour à la fois l'histoire de l'art et l'histoire des femmes. Au cours du projet, une équipe d'historiens amateurs faisait une véritable recherche sur les femmes importantes dans l'histoire qui ont été effacées, selon elles, de l'histoire phallocentrique qui leur avait été enseignée à l'école. Mais au-delà de leur découverte personnelle des figures médiévales comme Hildegard von Bingen ou Éléonore d'Aquitaine, qui ont chacune une place à la table de Chicago, comment est-ce que l'artiste et ses compatriotes engagés, de manière explicite ou pas, le Moyen-Âge dans leur pratique genrée et la réclamation de certains médias longtemps considérés féminins? Nous pourrions dire que ce sont les aspects les plus transgressifs de son œuvre, et il partage de fortes affinités avec plusieurs pratiques médiévales. Des femmes qui habitaient au couvent ou même des béguinages étaient souvent des artistes des textiles médiévaux, des poupées ou berceaux du Christ et des manuscrits enluminés, comme la découverte de lapis lazuli dans les dents d'une femme peintre du Haut Moyen-Âge nous l'a récemment rappelé. Je pourrais aussi suggérer, de manière un peu provocatrice, que les images du sexe féminin, si caractéristiques de l'œuvre de Chicago, peuvent être facilement retrouvées dans les images de dévotion au Moyen-Âge, soit dans les mandorles ou bien dans la blessure du Christ. L'intérêt de Chicago pour le Moyen-Âge se manifeste encore plus explicitement dans son œuvre beaucoup moins connue, Kitty City. Prenant la forme d'un livre d'heures médiéval, Chicago enlumine son livre avec des images de sa routine quotidienne avec ses chats et son mari. Malgré ses qualités assez kitsch, il faut le dire, le livre signale sa connaissance du manuscrit médiéval et son désir de l'engager dans sa propre pratique artistique. Mais comme Alexander Nagel proclame dans son livre, la recherche d'une iconographie du médiéval n'est pas nécessairement le projet le plus intéressant à faire. Peu importe si Chicago connaissait ces images médiévales, comme des mandorles ou des blessures, ou si elle savait que c'était souvent les femmes au Moyen-Âge qui fabriquaient des textiles. Ce qui est plus intéressant à mon sens, c'est qu'en mettant ces œuvres de différentes époques en dialogue, la radicalité de chacune est mise en valeur et peut susciter de nouvelles considérations. Sheila Hicks est une autre artiste femme, mais qui est moins explicitement liée au mouvement d'art féministe, qui a elle aussi été influencée par l'art médiéval et son interaction directe avec ces objets. Elle est surtout connue pour ses textiles, qui sont, selon plusieurs historiens, inspirés par l'art précolombien. Mais pendant son exposition récente au Centre Pompidou, intitulée « Lignes de vie », 2 œuvres avaient des titres qui correspondaient clairement avec des objets ou lieux importants au Moyen-Âge, Cluny et Cluny Saffron.
J'ai écrit à Hicks et lui ai demandé si elle voulait faire référence au monastère éponyme en Bourgogne ou bien au musée de Cluny à Paris. Elle a répondu en disant que c'était le musée et ses œuvres que les titres évoquaient. C'est un de ses musées préférés à Paris apparemment et elle y passe beaucoup de temps. Après avoir lu sa réponse, c'était impossible de ne pas voir pour moi dans ses fils d'oreilles ou bleu profond la riche collection des mots de Limoges à Cluny, par exemple, ou bien les textiles importants dans sa collection. Mais même en dehors de ces évocations formelles, l'œuvre de Hicks, surtout ses textiles sculpturaux, qui sont à la fois doux mais imposants, rappelle la place importante qu'ont joué les femmes dans la production des textiles au Moyen-Âge et souvent la qualité sculpturale et immense qu'elles pouvaient avoir aussi, surtout dans l'Église. Ce que je propose est donc une approche plutôt sociologique, concernée par le processus de fabrication de l'objet et aussi des questions du genre. Comment un rapprochement d'objets modernes et médiévaux pourrait inciter des questions auxquelles nous n'avons pas pensé pour traiter des images en matériaux, disons, féminins ou faits par des artistes femmes? Sans laisser les œuvres ou théories féministes contemporaines coloniser ou même effacer les nuances de nos matériaux médiévaux, elles pourraient nous mener à des observations qui, jusqu'à présent, nous sont échappées. Pour brièvement résumer, j'ai essayé ici de vous présenter quelques-unes des approches les plus importantes du dernier siècle, avec une emphase sur celles des 10 dernières années. Les approches formalistes, sémiotiques, esthétiques et pseudomorphiques sont parfois distinctes, parfois elles s'intercroisent et elles nous mènent souvent à des conclusions diverses. Il me semble que les historiens continuent avec enthousiasme, mais avec une dose saine de prudence quand même, à faire des démarches comparatives. Dans l'ère de l'histoire de l'art mondialisé, nous voyons de plus en plus d'expositions qui interrogent l'idée même du Moyen-Âge et mettent en dialogue des objets de l'Europe occidentale avec ceux d'Afrique de la même époque, comme nous voyons dans l'exposition qui vient d'ouvrir, Caravans of Gold, au Black Museum à Chicago. Mais verrons-nous peut-être des démarches globales avec des comparaisons anachroniques, comme dans le style de Beyond Compare au Bode Museum à Berlin, dans les années qui viennent? Certainement oui, en tant que nous nous méfions des risques et tant que nous nous méfions des risques considérables des rapprochements, notamment l'aplatissement de l'objet médiéval. En allant au-delà des périodisations, nous pouvons bousculer le temps linéaire pour éclaircir à la fois l'histoire de l'art médiéval et moderne. Merci. Merci beaucoup pour cette communication passionnante. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Si je peux me permettre, je commence peut-être avec une question, peut-être que ça suscitera d'autres. Lorsque tu as évoqué Chapillon et la manière dont il exaltait, en fait, tu mettais l'accent sur la liberté créatrice des artistes médiévaux, et c'est sur ça qui t'intéresse vraiment. C'est intéressant, je trouve, qu'il y a un parallèle avec les artistes de la même époque, comme Frank Stella. Ouais. Qui est juste un tout petit peu avant que Chapillon publie ce fameux livre, Le langage des formes. Ouais. Frank Stella avait fait une thèse à Princeton sur un rapprochement entre il avait d'abord fait une thèse sur l'art insulaire, et ensuite il avait fait un rapprochement entre les tableaux de Pollock et des paintings all over de Pollock avec l'art insulaire du Haut Moyen-Âge et les pages à tapis. Et justement, il voyait au-delà des similitudes formelles entre les œuvres de Pollock et les œuvres des artistes insulaires, avec une entrelacs qui disséminait sur toute la surface de la page, il voyait vraiment fondamentalement un moyen de libération pour les artistes contemporains en puisant l'inspiration dans ce type d'œuvre. Et je me demandais s'il y avait d'autres artistes de la même époque qui avaient pu avoir la même logique, le même raisonnement. Oui. Frank Stella était proche on sait que Frank Stella était proche de Chapillon, donc c'était le même siècle. Oui. Mais... Ouais, je pense que ce que j'ai pu comprendre notamment de ce documentaire, la leçon de Maya Shapiro, faite par Barbara Rose et
enfin Rachel Stella, je crois aussi, qui l'a refait après, c'est qu'il y avait énormément d'artistes contemporains à l'époque qui allaient au cours de Shapiro, et que Shapiro, surtout, c'était sa vision romantique de l'artiste médiéval et cette nouvelle sémiotique qui a, comme j'ai dit pour la juxtaposition du Sacrementaire de Robert de Jumièges et l'œuvre de Kandinsky, que ce n'était pas vraiment une iconographie qui cherchait à tracer, comme Fay Rose, par exemple, qu'on étudie... qui a vu le Béatus, qui a vu les reproductions du Béatus fait par Bataille, par exemple, au début du XXe siècle. Mais je pense que on pourrait probablement tracer cette vision romantique de l'artiste médiéval que Shapiro a eue dans plusieurs œuvres d'artistes qui aussi peut-être voulaient se voir comme rompre avec des traditions de la figuration jusqu'à présent. Ouais. Et là, c'est tellement, comme il connaissait bien les artistes contemporains de son époque, c'est tellement eu une influence sur le milieu artistique. Ah oui, complètement. Oui. Ouais. Peut-être, est-ce que je peux rebondir sur cette... c'est à moitié une question, c'est plus un commentaire, mais peut-être que votre réponse, ou votre propre commentaire à mon commentaire, pour le médiéval, c'est plutôt bien, pourra apporter quelque chose. Je suis très frappé par le fait que dans ce rapport à l'art médiéval, lorsqu'on parle des États-Unis, on a l'impression d'une pratique relativement nouvelle, ce que vous venez de dire sur Stella et les planches tapis des manuscrits irlandais. Et donc on le regarde d'une façon extrêmement positive, alors que quand on trouve les mêmes références à propos de l'art français de l'immédiate après-guerre, on trouve que c'est extrêmement ringard. Pour le dire de façon très simple, c'est-à-dire que la multiplication des références au médiéval, je pense par exemple au petit volume qui paraît sur l'art abstrait en 1948 et qui s'ouvre par un article sur l'abstraction chez les Celtes, puis un article sur l'abstraction dans l'art roman, et puis qui ensuite interroge les peintres de tradition française, Bazaine, Bissière, etc., des artistes plus âgés comme Léger ou Matisse. Je ne sais plus s'il y a Léger dans ce volume, mais en tout cas, il y a Matisse qui exprime leur rapport à l'art abstrait en disant il y a toujours eu un élément abstrait dans l'art, et puis en général, les exemples qui sont pris sont des exemples médiévaux. Et quelque chose qui a été très très fortement combattu en France dans les années 1960 et qui du coup a eu tendance à éradiquer ce type de référence historique, alors qu'aux États-Unis, c'est extrêmement valorisé et que ça me semble aller avec une conception de l'histoire qui est assez différente, c'est-à-dire, si je peux formuler une hypothèse, une manière en France, parce qu'on est environné par le passé médiéval, de n'absolument pas pouvoir le décontextualiser. Donc on est forcément lié à ses significations historiques et à sa signification aussi sociale en France, sur l'idée que ça serait la base de la nation française, etc., avec les querelles romans gothiques qu'on apprend tout petit à l'école, par exemple, alors qu'aux États-Unis, on peut faire du pseudomorphisme sans aucun problème, parce qu'on n'a pas ce même rapport-là. Il y a une forme de distance et de décontextualisation qui est immédiate et facile. Alors, peut-être simplement une réaction sur ce... Parce que les exemples que vous avez pris étaient des exemples états-uniens, et évidemment, ça marche très bien. Enfin, il y avait Léger aussi. Mais voilà, si dans une conférence ou dans une exposition, d'ailleurs, comme celle-là, on mettait au milieu les artistes français qui se sont réclamés du médiéval 10 ans avant, on va dire, on aurait une sorte de salon des refusés du bon goût moderniste. Merci, ça provoque pas mal de réflexions, il faut que j'y pense encore un peu plus. Je commence à me demander aussi si on pourrait aussi voir, au niveau division en regardant les deux, l'Europe et puis les États-Unis séparément, si on pourrait voir aussi une grande différence entre comment on a monté des expositions qui mettent en dialogue l'art médiéval et moderne dans les derniers 10 ans. C'est vrai que je pense que on commence à voir de plus en plus, peut-être aux États-Unis, un esprit plus ouvert, par exemple, à des expositions comme le type de carambolage. Je pense par exemple au musée Matt Breuer, où il commence à chercher il commence à créer plus d'espace pour faire ces genres de dialogues. Mais
Ouais, mais il faut que je réfléchisse plus à cette question de l'idée du ringard, enfin de comment c'était pas très à la mode en fait de ouvertement citer le médiéval en Europe pendant qu'on le faisait aux États-Unis. Ouais, parce que c'est vrai que les artistes que j'ai cités qui sont européens, je pense aux grands exemples comme Picasso, mais ça c'était avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale quand il est allé à Saint-Sever tellement il était inspiré par le Beatus ouais, merci. Et si je peux me permettre aussi, je me demande s'il n'y a pas cette différence entre les deux exceptions des deux côtés de l'Atlantique, si le fait qu'en Europe, il y a une diffusion quand même assez importante au début du XXe siècle des facsimilés manuscrits, vous l'avez évoqué tout à l'heure, les facsimilés de manuscrits médiévaux ont énormément circulé et étaient notamment exposés lors des expéditions universelles. Que c'était considéré comme moderne et ça a contribué certainement à diffuser énormément de motifs d'art médiéval, alors que outre-Atlantique, c'était sans doute un phénomène moins connu. Je voulais juste répondre un instant à votre questionnement sur l'art des femmes artistes contemporaines, parce que je voulais vous dire que je fais partie d'un groupe de femmes, nous nous appelons les Salonistas, et on a eu une invitation de Mathilde Daudy, dont la famille habite l'abbaye de Royaumont depuis 100 ans, à faire quelque chose dans l'abbaye. Et alors, étant donné que c'était un peu l'éléphant dans la pièce, j'ai invité Morgan Dixon Farkas, qui est médiéviste, à travailler avec nous, et nous avons travaillé à la fois sur l'art de Hildegard von Bingen, mais aussi sur les laits de Marie de France, et nous avons créé des œuvres. Alors, c'était une journée fascinante qu'on a fait entre nous, mais je suis venue aujourd'hui pour en parler avec vous parce que je pense que c'était assez extraordinaire. Nous avons fait à la fois des tablettes de cire parce que nous avons appris que les gens écrivaient sur des tablettes de cire. Il y a une femme fantastique qui a fait ça pour nous. Quelqu'un a créé le parfum d'Isolde, quelqu'un qui travaillait sur le parfum d'Isolde a fait le parfum. Nous avons fait une mandala parce que j'ai demandé à tout le monde de garder leurs pétales de fleurs pour faire une mandala à partir du travail de Hildegard. Et nous avons fait des livres d'artistes qui étaient des œuvres en ruban et avec les laits. Et puis aussi, on a fait, quelqu'un est allé chercher des bouteilles qu'on a remplies avec de l'eau d'épinards, de l'eau de betterave, etc., de l'eau colorée pour évoquer les filtres d'amour. Donc c'était un projet très beau qu'on a fait, et pour l'instant, il n'y a pas encore d'article, quoiqu'on a des historiens d'art qui travaillent avec nous. Donc si ça vous intéresse, j'aimerais bien vous en parler. Et d'ailleurs, juste, ça m'a fait penser aussi qu'il y a des années, j'étais à l'Institut, c'était mon mari qui était invité, mais quand même, j'étais avec Carolyn Bynum, qui est une médiéviste extraordinaire, avec aussi Giles Constable, un ami très cher. Et donc, j'ai fait des bols avec l'écriture de Bynum de Holy Feast, Holy Fast, écrit sur les bols. Donc, voilà. Pour répondre à votre question du travail des femmes artistes qui travaillent sur le médiéval. Voilà. Oui, c'est intéressant de savoir que ça a eu lieu et peut-être on peut se parler un peu plus pendant la pause. Oui, j'allais vous parler après, mais j'ai pensé que tout de même que c'est important de dire au public qu'il y a des femmes qui travaillent, qui font des œuvres et qui sont peut-être pas encore connues. Mais étant donné que vous avez cité tellement d'hommes artistes et tout ce qu'ils ont fait, je trouve que c'est important aussi de signaler un travail important qui a été fait par un groupe de femmes. D'accord, merci. Bonjour. Est-ce qu'il y a le microphone? Je vois pas. Vous m'entendez? Oui. 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 Je suis doctorante en esthétique à l'université Paul Valéry à Montpellier 3. Et parmi les approches que vous mentionnez, qui permettent de confronter l'art médiéval et les pratiques de l'art moderne, vous ne mentionnez pas celle sur laquelle je travaille, qui est le lien avec les auteurs mystiques médiévaux, notamment Maître Eckhart, et les questions du vide, de l'absence, qui a été détaillée par Mador Vega, notamment avec le concept d'esthétique apophatique.
Donc je voulais savoir si vous avez eu l'occasion de vous confronter à ces questions-là. Ouais, donc esthétique et surtout la question du vide et de l'absence, ouais. Exactement. En fait, c'est un peu ironique que vous me demandez ça parce qu'en fait, moi, je suis en train de finir une thèse sur l'absence du Christ dans les manuscrits carolingiens et ottoniens surtout. Donc l'absence, c'est une question à laquelle je réfléchis pas mal. Mais j'avoue que dans ce contexte, je pensais plutôt à une sorte d'absence de figuration. C'est un peu la base de pas mal de liens entre le médiéval et le moderne qui ont été faits jusqu'à présent. Et oui, vous avez complètement raison que je devrais utiliser des théories plutôt esthétiques pour pouvoir penser à comment ces liens ont été faits. Mais ouais, peut-être vous avez des auteurs en tête qu'après, vous pourriez me dire... Oui, tout à fait, notamment sur le lien entre effectivement la défiguration que Maître Eckhart verbalise au XIVe siècle et puis la dématérialisation qu'on a pu voir à New York dans les années 60. Ok, ben oui, j'aimerais bien en apprendre plus. Ouais, faut me retrouver pendant la pause aussi. Ok, merci. Oui, bonjour, merci pour cette communication extrêmement stimulante. Je me demande simplement, en écho à la première question qui a été posée, si dans la différence de la réception de l'art médiéval dans son rapport à l'art contemporain en France, plus généralement en Europe, versus les États-Unis, enfin, c'est un lieu commun, je vais enfoncer un lieu commun en disant ça, mais est-ce qu'il n'y a pas à considérer quelque chose dont vous n'avez pas parlé en parlant d'approche formaliste, pseudomorphique, etc., qui est finalement le poids d'une certaine historiographie nationaliste, d'une approche d'histoire de l'art national où le médiéval est très fortement lié, particulièrement au tournant du 19e, début 20e siècle, à un imaginaire très fortement connoté nationaliste, qui a donné lieu, on le sait, à tout un tas de... avec des connotations, voire même totalitaires. Et est-ce que c'est les résidus de cet arrimage qu'on peut voir chez divers artistes? Eric a cité tout à l'heure Glaise, c'est un très bon exemple. Mais est-ce que ce n'est pas cet héritage-là qui est aussi responsable des réticences qu'on peut avoir à l'égard de la rencontre médiévale contemporaine en Europe? Ouais. Merci, c'est une question très intéressante. Je pense que, oui, en effet, bien sûr, comme Eric a évoqué au début de notre journée d'études, il y a ce côté nationaliste quand on évoque, quand pas mal d'artistes modernes évoquent le médiéval au XXe siècle, ici en France, en Espagne, que juste on ne voit pas aux États-Unis pour des raisons assez évidentes. Et oui, j'aime bien votre observation que ça pourrait être en réaction ou en lien. Il faut que je considère un peu plus le lien avec au 19e siècle, la réclamation d'un style médiéval. Mais je pense qu'aux États-Unis, quand même, et je ne voulais pas trop entrer en fait, dans ça dans ma présentation parce que le médiéval moderne au 19e, je pense que c'est complètement différent par rapport à comment pas mal d'artistes se sont inspirés du moderne au XXe siècle et comment on expose ces œuvres en dialogue aujourd'hui. Mais je dirais juste que c'est intéressant de voir, je pense, comment, par exemple, au 19e siècle, aux États-Unis, il y avait une grande réclamation de l'art gothique, par exemple, avec les premières universités qui sont construites. C'est avec l'art gothique pour évoquer les premières universités du Moyen-Âge. Et c'est plutôt vraiment l'art roman et insulaire et en fait du haut Moyen-Âge qui sont plus réclamés au XXe siècle. Donc, je pense que c'est une grosse généralisation peut-être, mais il y a quand même, je pense, un grand changement qu'on pourrait, on pourrait dire, vers quel style on est attiré, la différence entre 1870 par exemple et 1940. Mais ouais, il faut que j'y réfléchisse un peu plus. Merci.